Bonjour et bienvenue dans ce cours de résistance des matériaux portant sur le calcul des structures hyperstatiques par la méthode de Gross-Hardy. Durant ce cours, nous aurons la généralité sur la méthode de Gross-Hardy et puis nous allons énoncer le principe de cette méthode. Ensuite, nous allons dérouler les étapes de résolution d'un problème et enfin, nous aurons un exemple d'application. La méthode de résolution des structures hyperstatiques développée dans ce cours a été baptisée méthode de Gross-Hardy car elle a été développée en 1930 par Hardy-Gross et elle se révèle être très pratique pour le calcul des structures hyperstatiques par itération. De par son fonctionnement, certains chercheurs lui ont attribué le nom de méthode de distribution des moments car elle a pour but de déterminer les moments aux appuis de la structure hyperstatique étudiée afin d'en déduire les courbes de sollicitation et les réactions aux appuis. Les hypothèses à considérer lorsqu'on utilise cette méthode sont que les poutres sont reliées entre elles, soit par des assemblages rigides, soit par des articulations. Seuls les déplacements dans le plan de symétrie sont considérés. On négligera l'allongement et le raccourcissement des barres et les déformations ne modifient ni la position relative des charges ni leur intensité. Plusieurs dérivés de la méthode de Gross ont été développés plus tard en fonction des inconnus à déterminer. Avec la méthode de Gross originale, ces dérivés peuvent être classés en deux catégories suivant les inconnus à déterminer. Lorsque les inconnus sont les moments hauneux, l'on peut utiliser la méthode de Gross-Hardy ou la méthode de Gross-Grinder-Zaitsev. Et lorsque les inconnus sont les rotations hauneux, il est plus adéquat d'utiliser la méthode de Gross-Kammuller ou la méthode de Gross-Cauchy. Pour expliquer le principe de la méthode de Gross-Hardy, nous allons utiliser l'exemple de la vidéo précédente. On suppose qu'à l'état initial, les nœuds de la structure sont bloqués, donc ne peuvent subir aucune rotation. Les nœuds intermédiaires seront ensuite libérés tour à tour pour être observés. Sous l'effet des charges appliquées, nodales ou agissant entre les nœuds considérés, c'est-à-dire libérés, sera déséquilibré et va rechercher son équilibre en transmettant des sollicitations aux nœuds voisins. Lorsqu'on libère B, on constate une transmission des sollicitations vers A et vers C. Le coefficient de transmission de ces sollicitations seront respectivement CBA et CBC, tandis que les coefficients de réception seront lambda A et lambda C. Après avoir bloqué le nœud B et libéré le nœud C, on constate aussi une transmission des sollicitations vers B et vers D. Les coefficients de transmission sont respectivement CCB et CCD, tandis que les coefficients de réception sont lambda B et lambda D. Il est à noter que la convention de signes pour les moments fléchissants est unique lorsqu'on utilise la méthode de Gross. Un moment sera considéré comme positif s'il tend à provoquer une rotation dans le sens trigonométrique et négatif s'il tend à provoquer un mouvement dans le sens des aiguilles de la montre. Pour ce qui est des étapes de résolution d'un problème par la méthode de Gross, nous allons considérer la structure utilisée précédemment ABCD chargée en A et B et en C et D par Q, puis en BC par une charge ponctuelle P. Alors les valeurs des charges sont déjà connues. On a 1 kN par mètre pour Q et 1,5 kN pour P. Pour ce qui est des longueurs, L1 égale à 3 mètres, L2 et L3 2 mètres. Alors lorsqu'on veut utiliser la méthode de Gross pour déterminer les sollicitations d'une structure comme celle-ci, la première étape consiste à calculer les raideurs K des poutres. Et cela se fait par la formule que vous voyez à l'écran qui est K égale à alpha EI sur L. L étant la longueur de la poutre, I le moment d'inertie et E l'élasticité, tandis que alpha est un coefficient qui dépend de la nature des appuis de la poutre. Il est important de signaler que pour un début, nos appuis intermédiaires seront considérés comme des encastrements. Pour ce qui est d'une poutre encastrée à ses deux extrémités, comme c'est le cas pour AB et BC,
le coefficient alpha sera égal à 4. On aura donc KBA égale à 4 EI sur L1, ce qui va nous donner 4 tiers de EI. Et de l'autre côté, on aura KBC égale à 4 EI sur L2, ce qui est égal à 4 demi EI, ce qui va nous donner finalement 2 EI. Et il est important de préciser que KBC égale à KCB car il s'agit de la même poutre. Dans le cas où on a une poutre encastrée à l'une de ses extrémités et appuyée sur l'autre, alpha sera égal à 3. On aura donc pour la poutre CD, KCD égale à 3 EI sur L3, ce qui va nous donner 3 demi de EI. Alors toutes les raideurs calculées sont récapitulées ici en bas. Et là, on retrouve KBA égale à 4 tiers de EI, KBC égale à 2 EI, KCB égale à 2 EI également, et KCD égale à 2 tiers de EI. À titre de remarque, il est important de mentionner que les raideurs se calculent uniquement à partir des appuis intermédiaires. Et ce calcul se fait pour toutes les barres qui y aboutissent. La deuxième étape de la détermination des sollicitations d'une structure hyperstatique par la méthode de Hardy-Cross consiste à calculer les coefficients de répartition C. Alors, le coefficient de répartition sur une branche est simplement égal à la raideur de cette branche divisé par la somme des raideurs de toutes les branches qui aboutissent sur le nœud. Alors, pour la branche BA, nous avons CBA égale à KBA sur KBA plus KBC. Après avoir remplacé chaque élément par sa valeur, on obtient CBA égale à 2 cinquièmes. Le coefficient de répartition B pour la branche BC égale à KBC sur KBC plus KBA. Remplaçons aussi chaque élément par sa valeur, on obtient 3 cinquièmes. Pour ce qui est du coefficient de répartition C pour la branche CD, nous avons KCD sur KCD plus KCB. Après remplacement de chaque élément par sa valeur, on obtient 3 septièmes. Enfin, le coefficient de répartition C pour la branche CB est égal à KCB sur KCB plus KCD. Quand on remplace aussi chaque élément par sa valeur, on obtient 4 septièmes. Une façon de nous assurer que nos résultats sont bons est que lorsqu'on additionne chaque coefficient de répartition des barres qui aboutissent sur un nœud, on obtient 1. Par exemple, si on additionne CBA et CBC, on obtient 1. De même pour CCD et CCB. La quatrième étape de la méthode de Cross-Hardy consiste à déterminer les coefficients de transition. Alors, le coefficient de transition est la proportion du moment transmise par un nœud aux autres nœuds de la structure qu'on qualifiera de récepteur. Il faut souligner que ce coefficient de transition dépend entièrement du type d'appui du nœud qui reçoit la sollicitation. Lorsque le nœud qui reçoit la sollicitation est un encastrement, le coefficient de transition que nous appellerons lambda ij sera égal à n demi. Tandis que lorsque le nœud repose sur un appui, le coefficient de transmission sera égal à 0. La quatrième étape de la méthode de Cross-Hardy sera le calcul des moments d'encastrement parfait de chaque branche. Ici, les branches seront isolées et on déterminera pour chacune d'elles les moments fléchissants. Pour ce qui est de la branche AB, elle est considérée comme encastrée à ses deux extrémités et chargée par Q. Alors les moments d'encastrement parfait aux extrémités seront MAB égale à QL sur 12, ce qui va nous donner 3 quarts kN fois mètre. De l'autre côté, MBA sera égal à moins 3 quarts kN mètre. Considérant la branche BC qui subit une charge ponctuelle P, on aura à l'extrémité B, MBC égale à PL sur 8, ce qui va nous donner 3 huitièmes kN mètre.
tandis qu'à l'extrémité C, on aura MCB égale à moins 3/8 kN/m. Enfin, pour la branche CD qui subit une charge Q et qui est appuyée en D, on aura à l'extrémité C MCD égale à QL²/8, ce qui va nous donner 1,5 kN/m. Tandis qu'à l'extrémité D, on aura MDC égale à 0. La dernière étape de la méthode de Hardy-Cross sera d'établir un tableau comme celui que vous voyez à l'écran qui est appelé tableau de Cross. Dans ce tableau, nous voyons dans la première ligne les nœuds principaux disposés et juste en bas, les nœuds suivant le point de départ et le point d'arrivée. Sur la ligne suivante, nous avons les coefficients de répartition des appuis intermédiaires disposés et ensuite, nous avons les moments aux extrémités de chaque nœud. Après avoir rentré ces informations dans le tableau, nous pouvons donc commencer les calculs. Nous tenons à rappeler que ici, les calculs se font par itération. Donc, dans une prochaine vidéo, nous verrons comment procéder au calcul dans le tableau de Cross. Merci.